Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une vidéo sur un phénomène qui se passe sur YouTube et avec lequel j'ai fait un parallèle avec mon activité professionnelle, avec mes patients tout simplement qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin de changer de comportement alimentaire durablement, parce que soit ils ont une pathologie, ils font du diabète, de l'hypertension, ils ont eu un cancer, ou parce que tout simplement ils doivent perdre du poids, ou parce qu'ils doivent arrêter la cigarette. Bref, je voulais vous parler de motivation. Donc d'où le titre de la vidéo. Vous avez dû vous dire mais oh, elle va encore arrêter de faire ses vidéos, elle en a pas marre. Oui, je vous ai mis en titre de cette vidéo YouTube, j'en ai marre, découragement, démotivation, parce qu'on va parler justement de motivation. Alors je ne vais pas vous sortir les stéréotypes en tout genre, quand on veut, on peut, les croyances populaires. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais été fan de développement personnel. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu les théories de la motivation selon les neurosciences et donc l'approche neurocognitive et comportementale qu'a développé le docteur Jacques Fradin, que j'ai eu l'honneur d'avoir en cours, qui est un médecin incroyable et qui a donc développé toute cette approche et qui a beaucoup travaillé sur la motivation. Pourquoi est-ce qu'il a travaillé là-dessus et pourquoi est-ce que moi je m'intéresse à la motivation? Tout simplement parce qu'en tant que thérapeute, que professionnelle de santé, si je veux aider mes patients à être en meilleure santé, il faut forcément que j'arrive à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment insuffler chez eux suffisamment de motivation pour qu'ils arrivent à changer durablement le comportement alimentaire. Il ne s'agit pas de faire un régime pendant 3 mois, de perdre 10 kilos et d'en reprendre 20 les 6 mois plus tard. Le but est d'avoir une prise en charge qui est intégrative mais qui est aussi participative. Donc il faut vraiment que le patient se sente impliqué. Donc voilà pourquoi est-ce que moi je m'intéresse à la motivation. Et pourquoi est-ce que donc ce phénomène YouTube m'y a fait penser? C'est parce que dernièrement, j'ai vu passer pas mal de vidéos de youtubeurs découragés, démotivés parce que leur nombre d'abonnés n'augmentait pas, parce qu'ils donnaient beaucoup, faisaient beaucoup d'efforts. Et puis souvent la conclusion c'était moi je fais mes vidéos par passion, moi c'est pas mon travail, je le fais vraiment en tant que passe-temps, mais je suis découragée de voir que j'ai pas de retour finalement. Et là c'est un point qui est très intéressant puisque ça met en avant qu'il ne s'agit pas vraiment d'une motivation primaire chez cette personne qui finalement fait des vidéos. Certes ça lui fait plaisir, mais si elle est découragée parce qu'elle n'a pas le retour qu'elle attendait, il ne s'agit pas d'une motivation primaire, il s'agit de ce qu'on appelle une motivation secondaire. Et je voulais vous faire un petit peu un parallèle avec donc mon activité en tant que professionnelle de santé, avec ma vie personnelle et donc avec ces fameuses vidéos YouTube et le fait qu'on puisse être découragé. Donc vous savez que moi j'ai arrêté pendant plus d'1 an de faire des vidéos sur YouTube, mais je n'ai pas arrêté parce que je manquais de motivation. J'ai arrêté parce que je ne me reconnaissais plus dans les vidéos sur YouTube, je ne me reconnaissais plus dans les contenus que je vous proposais, ça ne m'intéressait plus, j'avais envie de faire autre chose tout simplement, j'avais d'autres valeurs, j'avais d'autres centres d'intérêt et c'est pour ça que j'ai arrêté mes vidéos sur YouTube. Beaucoup pourraient dire, ah bah, tu pourrais être une des premières à être découragée parce que tu fais des vidéos depuis plus de 6 ans maintenant et au final tu as à peine 40 000 abonnés et, alors que certaines ont 1 million, des centaines de milliers d'abonnés. Donc tu pourrais légitimement dire bah ouais, que tu es découragée. Mais au final, non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, pourquoi? Parce que finalement, pour moi, le but n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, le but n'est pas pour moi d'avoir de la reconnaissance, le but n'est pas pour moi d'avoir un retour sur ce que je donne, le but pour moi est simplement de partager. Et je m'en fiche de ce qui se passe au retour. C'est en soi, le fait de faire des vidéos et de partager, c'est ma motivation primaire. Et c'est ce qui fait que finalement, même après 6 ans, même après uniquement 30-40 000 abonnés, ça ne me pose pas de problème. Ça m'a juste posé un problème de ne plus me reconnaître dans mes vidéos. C'est tout. C'est pour ça que j'avais arrêté de faire mes vidéos. Et aujourd'hui, j'ai même décidé de créer une autre chaîne YouTube. Donc elle a à peu près un petit peu plus de 6 mois, je pense, où on est 3000, tout juste à peu près 3000 abonnés et où je me sens extrêmement bien et où je n'ai absolument pas envie d'avoir 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Enfin, quand bien même je les aurai, c'est pas pour ça que je ferai mes vidéos. Je fais des vidéos sur ma chaîne professionnelle parce que c'est ma passion, parce que j'aime partager tout ce que j'apprends au quotidien, parce que j'aime
échanger autour de la micronutrition, de la médecine fonctionnelle, de la médecine nutritionnelle, de la psychologie de la nutrition. J'aime ça, c'est un plaisir en soi de créer mes vidéos, d'écrire mes articles sur mon blog, de vous partager ce contenu. Et ça, c'est vraiment une motivation primaire pour moi. Donc que j'ai 100 vues ou 10 000 vues ou 1 million de vues, ça ne changera rien en soi. Ce que j'aime, c'est créer ce contenu, c'est le partager. Et si je le partage en 100 personnes, c'est tout aussi bien que si je le partage à 1000 personnes. Et c'est ça la différence entre une motivation primaire et une motivation secondaire. Une motivation primaire, en fait, c'est un peu finalement le reflet de notre tempérament, de notre personnalité. Et tout ça, ça a été bien défini justement par l'approche neurocognitive et comportementale. On a une zone spécifique dans notre cerveau qui s'appelle le limbique. Et notamment dans le néolimbique, qui est une zone un petit peu plus évoluée que le paléolimbique. Dans le paléolimbique, c'est plus tout ce qui est positionnement grégaire. Comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à la société? Est-ce que vous allez plutôt dominant, soumis, intégré, marginalisé? Dans le néolimbique, on est plutôt dans c'est la zone d'apprentissage déjà, donc du mode mental automatique où on apprend, on stocke les informations. C'est la zone des émotions et c'est la zone donc des tempéraments, de nos personnalités. Donc on va déterminer très tôt nos personnalités dans la petite enfance et ça va créer nos motivations primaires. Je ne rentrerai pas dans le détail des personnalités, je le ferai sur ma chaîne pro parce que c'est très complexe et puis ça n'intéressera peut-être pas la majorité des personnes qui sont ici. Pourtant c'est extrêmement intéressant. On a 8 types de personnalités qui ont été déterminés finalement sur le mode de la gestion du stress. Vous avez sans doute déjà entendu parler du stress dans le monde animal qui engendre plusieurs états. Des états instinctifs de stress, la fuite, la lutte et l'inhibition. Et donc à partir de ces états, on a créé, ont été développés plusieurs types de personnalités en fonction de la manière dont elle est prendre forme le stress. Donc on a eu l'activation de l'action, on a eu la fuite, la lutte et l'inhibition. Et dans ces 4 catégories, des états réussis et des états inhibés. Ce qui nous a permis de mettre en avant finalement différentes motivations, types de personnalité, types de tempérament, notamment le philosophe, le novateur, le solitaire, le participatif, le gestionnaire, le compétiteur, le stratège, bref. Plusieurs types, 8 types de personnalités qui correspondent à des motivations primaires et ces motivations sont donc immuables. On les a créées, construites pendant notre enfance et on les a plus ou moins exprimées par la suite parce que certaines sont refoulées par la vie, on n'a plus le temps, on n'a pas l'argent, on ne peut pas, on a d'autres choses à faire et donc on refoule nos primaires. Pour vous donner un exemple, moi, ma motivation primaire, je suis compétiteur. Donc je suis dans la lutte et dans la lutte empêchée. C'est un état qui finalement fait que je suis dans le dépassement de moi-même, que j'aime la compétition, que j'aime la confrontation mais positive. On n'est pas comme dans le positionnement grégaire dominant où c'est gagner pour gagner, quelles que soient les armes qu'on va utiliser, que ça soit déloyal ou pas, écraser les autres. Ça c'est le PG dominant. Moi je ne suis pas du tout PG dominant, je suis vraiment compétiteur dans mon type de personnalité. Donc j'aime le challenge, j'aime donner le meilleur de moi-même, plus la compétition est difficile, plus ça va me challenger et plus je vais avoir envie de me dépasser. C'est donc mon tempérament, ma motivation primaire. J'ai également en motivation primaire le participatif. Donc là on est plutôt dans l'inhibition réussie. C'est pour ça que j'aime partager sur YouTube, c'est pour ça que j'aime échanger, c'est pour ça que j'aime aider les autres. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un professionnel de santé et qu'aujourd'hui j'attache énormément d'importance à aider mes patients à aller toujours mieux. Je ne compte pas mes heures, je ne compte pas le temps que je passe à étudier mes dossiers. C'est vraiment un objectif pour moi, c'est d'aider les autres, de faire en sorte qu'ils aillent mieux. Je suis très empathique et donc j'ai ce tempérament aussi qui arrive plus ou moins en seconde position. Ce sont donc mes motivations primaires. Donc dans des consultations, notamment de psychologie de la nutrition, de psychonutrition, je pense que dans le développement personnel, ils n'utilisent pas exactement les mêmes outils. En tout cas, ceux dont je vous parle ont été validés scientifiquement puisqu'il ne s'agit pas de développement personnel, mais bien de psychologie. On détermine quel est votre tempérament et ça nous permet de déterminer quelles sont vos motivations primaires et comment adapter notre discours, le protocole qu'on va mettre en place, à votre tempérament pour faire en sorte qu'on ne vous impose pas les choses mais que vous ayez la motivation intrinsèque de pouvoir mener à bien votre projet. Donc la motivation primaire, c'est vraiment quelque chose c'est une motivation qui est intrinsèque, qui vient de l'intérieur,
qui ne demande pas de réflexion, c'est vraiment tout à fait automatique et qui finalement génère chez vous du plaisir par le simple fait de faire cette action. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de YouTube, le plaisir que j'ai, c'est de créer mes vidéos, de définir quel est le sujet dont je vais parler, de créer ma structure, de partager ma vidéo. Ça, c'est mon plaisir. En soi, qu'il y ait des vues ou qu'il n'y ait pas de vues, ça ne changera en rien mon plaisir. C'est une motivation primaire. Donc vous comprendrez que d'avoir des motivations primaires, c'est extrêmement important. Et on voit aujourd'hui, moi je vois chez mes patients, beaucoup de patients ont des motivations primaires qui sont refoulées. Donc du coup, forcément, c'est très difficile de mener à bien un changement de comportement alimentaire et c'est tout simplement très difficile d'avoir une humeur qui soit stable, une motivation qui soit stable quand nos motivations primaires sont complètement éteintes. Donc le but dans une consultation, ça va être de rallumer un petit peu ces motivations primaires, de trouver quel est le type de personnalité, de tempérament que vous avez pour pouvoir orienter un petit peu notre discours et rallumer un petit peu la flamme chez vous. Une motivation secondaire, à l'inverse, ce sont des motivations qu'on acquiert avec le temps. Et ce sont des motivations qui dépendent, dont le plaisir dépend du résultat. Et c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui chez certains youtubeurs qui vous disent que en fait j'adore faire des vidéos, c'est vraiment ma passion, mais je vois que je prends pas, mon nombre d'abonnés n'augmente pas, mon nombre de vues n'augmente pas, ça me décourage. C'est typiquement une motivation secondaire. Une motivation secondaire dépend du résultat. Donc forcément, si je suis en réussite et que donc mon nombre d'abonnés augmente, j'ai plein de vues, et ça va être génial, ça va être une super motivation, je vais avoir encore plus envie de faire de vidéos, ça va nourrir ma vie, ça va me donner de l'énergie pour pouvoir faire d'autres choses. Par contre, si je suis en mauvaise case, si je suis en échec, et que je vois que j'ai pas beaucoup de vues, mon nombre d'abonnés stagne, là ça va être la catastrophe, la démotivation, et souvent les mauvaises cases des motivations secondaires, donc quand je suis en échec dans cette motivation secondaire, ça entraîne une inhibition, une démotivation, des troubles de l'humeur. Et si on a toutes nos motivations secondaires qui sont en échec, ça peut arriver dans la vie, rien ne va, dans tout ce que j'aime faire, rien ne va, et on peut aller doucement mais sûrement vers un syndrome dépressif. C'est pour ça que c'est super important d'avoir nos motivations primaires qui sont beaucoup plus stables puisqu'elles ne dépendent pas de la réussite. Quand on a une motivation primaire qui est allumée et qui est stable, on peut avoir des motivations secondaires qui sont plus ou moins en échec et ça fonctionnera quand même. Alors que si on ne base notre vie et notre motivation uniquement sur les secondaires, c'est quand même un risque. Je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis donc en motivation primaire compétiteur. Et en motivation secondaire, je suis aussi compétiteur, ce qui peut arriver. On peut avoir et les primaires et les secondaires dans les mêmes tempéraments. Alors, ce qui veut dire que pour moi, j'ai cette chance aujourd'hui, dans tout ce qui est motivation, apprentissage, vie professionnelle, études, voilà. J'ai la chance que tout fonctionne super bien. C'est-à-dire que je passe mes examens et j'ai toujours des bonnes notes, je réussis toujours mes examens. Donc ma motivation secondaire est en bonne case. J'ai aussi cette réussite et donc je suis ce qu'on appelle un 4x4. C'est-à-dire que je suis tout terrain et c'est pour ça que j'arrive à faire autant de formations, autant de séminaires, autant de diplômes et que je réussis et que je suis jamais fatiguée parce qu'en fait ma motivation secondaire est en bonne case, est en succès et j'ai ma motivation primaire qui est de toute façon toujours là. Même si j'étais en échec sur tel ou tel diplôme, j'arriverai à rebondir parce que j'aurai ma primaire qui serait toujours là à me dire c'est ce que tu aimes, continue à travailler, continue à donner le meilleur de toi-même et donc ça marche très bien. Alors je croise les doigts pour que ça continue à fonctionner comme ça parce que d'avoir des secondaires en succès, en bonne case, c'est toujours intéressant parce que ça vous donne cette impulsion. Je vais vous donner un autre exemple pour faire un petit peu la balance. J'ai longtemps pensé que le tennis, c'était chez moi une motivation primaire. D'ailleurs, jusqu'à ce que je me forme à l'ANC, à l'approche neurocognitive et comportementale. Pour moi, le tennis, ça faisait partie des activités qui me ressourçaient. C'était une motivation. Et en fait, a posteriori, je me suis rendu compte que pas du tout. Ce n'était absolument pas une motivation primaire chez moi. Puisque très souvent dans ma vie, j'ai arrêté de jouer au tennis pendant de longues périodes suite à des échecs. Ce qui veut dire que j'avais une capacité de résilience qui était très mauvaise. C'est-à-dire que face à l'échec, je n'avais plus envie de jouer au tennis, j'étais dégoûtée, j'étais découragée parce que j'avais perdu un match ou parce que j'avais mal joué. Ça prouve bien que le tennis chez moi n'est pas une motivation primaire, puisque si c'était une motivation primaire,
que je gagne un match ou que je le perde, que je joue bien ou que je joue mal, j'adorerais jouer au tennis et je jouerai tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Donc le tennis est chez moi une motivation secondaire et je suis aujourd'hui contente de m'en être rendu compte puisque du coup ça me permet de nuancer un petit peu ma secondaire mauvaise case. C'est-à-dire quand je suis en échec, au lieu d'être dans le j'ai mal joué, je suis nulle, puisque j'ai mon compétiteur quand même qui est là à me dire que en secondaire il est là. Il est là pour me dire tu dois gagner tes matchs, tu dois être la meilleure, tu dois super bien jouer. Donc quand j'échoue, forcément lui il n'est pas très content. Et donc du coup le fait de m'être rendu compte que c'était une secondaire, une motivation secondaire, ça me permet de nuancer mes échecs et de me dire que finalement ok, t'as perdu, mais au final, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que ta vie en dépend? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que tu déposes tes raquettes pendant un an et que tu ne joues plus? Ben non, pas forcément. J'arrive à prendre ce recul et aujourd'hui, le fait de m'être remise au tennis, j'essuie pas mal de défaites et je le prends vraiment différemment. Si j'étais restée dans vraiment mon mode mental automatique, c'est tout noir ou c'est tout blanc, t'échoues donc t'arrêtes de jouer, j'aurais redéposé les raquettes. Donc c'est pas du tout ce que je fais et le fait d'avoir pris conscience que c'est une motivation secondaire et de travailler donc sur le côté échec de cette motivation secondaire, parce que c'est vrai que quand j'étais à La Réunion et que j'étais dans mes bonnes périodes, je gagnais tous mes matchs de tennis, il n'y avait aucun souci, je pouvais jouer 10 heures par semaine, c'était une motivation, j'étais vraiment, c'était l'émulation, c'était un cercle vertueux, et parce que j'étais dans la bonne case de ma secondaire. Aujourd'hui que je suis dans la mauvaise case de ma secondaire, je pourrais tout à fait me laisser complètement embarquer par le ça sert à rien, laisse tomber et ne plus jouer au tennis. Donc voilà la différence un petit peu entre une motivation primaire qui est stable, qui vous donne du plaisir simplement parce que vous faites cette action, qui va donc être extrêmement importante dans votre vie de tous les jours pour vous ressourcer. C'est des actions que vous allez faire même si vous êtes fatigué, qui vont vous redonner de l'énergie, c'est des actions qui vont vous donner envie de vous réveiller le matin. Alors que la motivation secondaire, elle est intéressante hein, si on est en succès, mais par contre, quand on est en échec, elle nous démotive, elle nous décourage, elle nous donne une humeur basse. Et donc du coup, il va falloir apprendre à nuancer, à gérer ces motivations secondaires. Ce que je vous invite à faire, bon, forcément si vous sentez que chez vous la motivation c'est un énorme problème, que vous n'arrivez pas à mener à bien vos objectifs, que vous manquez d'énergie, que vous avez l'impression que votre vie est vide de sens, je vous invite à consulter. Ça c'est sûr, c'est une évidence, consulter un thérapeute, un professionnel de santé, il pourra vous aider à rallumer vos primaires, à nuancer vos secondaires mauvaises cases, à vous aider à retrouver des motivations secondaires et à les remettre en succès. Voilà. Maintenant, pour une personne lambda qui a juste envie de s'intéresser un petit peu plus à ses motivations, demandez-vous tout simplement qu'est-ce que vous aimez faire, quel que soit le résultat. Qu'est-ce qui vous ressource quand vous êtes fatigué? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous réveiller le matin? C'est quoi ces actions, c'est quoi ces domaines d'activité qui vraiment font partie de votre tempérament? Première chose. Et deuxième chose, demandez-vous qu'est-ce qui, quand vous êtes en échec, vous insupporte, vous fait vous décourager, vous dévaloriser? Quelles sont ces situations d'échec qui font que vraiment vous vous sentez complètement anéanti et vidé de toute motivation? Ce qui va vous permettre de trouver quelles sont vos motivations secondaires bonne case et d'essayer de nuancer un petit peu l'échec et de mettre un petit peu de souplesse dans votre discours. Le but, encore une fois, c'est de faire que dans notre vie, on rallume nos motivations primaires et qu'on y mette des motivations secondaires en bonne case, en succès. Mais encore une fois, on ne décide pas du succès ou de l'échec de nos actions et parfois on va se retrouver en seconde case de notre motivation secondaire et donc du coup en échec, et d'avoir des primaires pour nous soutenir, ça va être l'idéal. Moi, ce que je fais faire à mes patients, c'est ce qu'on appelle des bilans d'économie psychologique pour voir si dans leur semaine, ils n'ont fait que des choses qui leur coûtaient, avec beaucoup d'investissements personnels, financiers, temporels, énergie, et qui leur apportent finalement pas beaucoup de plaisir, ou est-ce qu'au contraire ils arrivent à mettre dans leur emploi du temps des choses qui certes leur demandent de l'investissement mais leur apportent beaucoup de plaisir. Et c'est ce qu'on appelle l'économie psychologique, c'est d'avoir dans sa semaine des activités qui nous coûtent mais aussi des activités qui nous apportent, parce que si on ne fait que des choses qui nous coûtent, qui ne nous ressourcent pas, la motivation ne risque pas d'être pérenne
et on risque effectivement d'abandonner tous nos objectifs, tous les buts qu'on s'est fixés. Donc pour terminer, je reviendrai sur ce petit parallèle du youtubeur qui est découragé de faire des vidéos. Effectivement, si vous êtes découragé de faire des vidéos parce que votre nombre d'abonnés n'augmente pas, c'est que ce n'est pas une motivation primaire. Donc il va falloir essayer de retrouver quelle est votre vraie motivation primaire, quel est votre tempérament. On fait faire des tests de personnalité en consultation pour trouver quels sont vos primaires, pour rallumer vos primaires et faire en sorte que ce soit plus facile pour vous de supporter l'échec de votre motivation secondaire, donc l'échec entre guillemets que votre nombre d'abonnés n'augmente pas. Peut-être d'essayer de nuancer un petit peu votre discours. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi que le nombre d'abonnés n'augmente pas? Et puis si vous vous rendez compte que c'est vraiment une motivation secondaire et que le fait d'être en échec, vous ne le supportez pas, et bien arrêtez tout simplement de faire des vidéos et essayez de trouver d'autres motivations secondaires dans lesquelles vous serez en bonne case, dans lesquelles vous serez en succès. Pratiquer une activité physique, faire j'en sais rien moi, aller faire du théâtre, passer plus de temps avec vos amis, que sais-je, faire de la décoration. Essayez de trouver d'autres motivations secondaires dans lesquelles vous serez aujourd'hui en bonne case. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo sur les motivations primaires et secondaires, les différents types de tempéraments. J'ai fait quelque chose de très simple, très basique. Je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus structurée où je vais vraiment rentrer dans les détails des concepts, des motivations primaires et secondaires, de l'approche neurocognitive et comportementale sur ma chaîne professionnelle, que je vous invite à découvrir si vous souhaitez avoir du contenu de meilleure qualité, en tout cas un contenu plus professionnel, que vous souhaitez rentrer un petit peu au cœur de tous ces outils de psychologie de troisième vague. Donc oui, je n'arrêterai pas cette chaîne YouTube, vous l'avez bien compris, cette chaîne YouTube, vous voyez, même si j'ai plus de 10 fois plus d'abonnés sur cette chaîne que sur ma chaîne professionnelle, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à faire des vidéos sur ma chaîne professionnelle parce que c'est mon plaisir de partager mes connaissances, c'est mon plaisir d'échanger autour de ma passion, ma motivation primaire qu'est la santé, la médecine fonctionnelle, nutritionnelle et la psychonutrition. Donc que j'ai 3000 abonnés ou 40 000 abonnés ou 100 000 abonnés, ma chaîne professionnelle c'est vraiment une passion pour moi. Cette chaîne, elle évolue forcément puisque je vous l'avais expliqué, je ne me reconnais plus dans les vidéos girly, beauté, ça m'intéresse vraiment plus du tout, je dirais. Donc je ferai des petites vidéos de temps en temps pour vraiment vous partager mes coups de cœur, mais sinon on va s'orienter vers des vidéos de psychologie mais beaucoup plus basiques alors c'est pas du développement personnel parce que c'est quand même fondé sur des outils qui sont validés scientifiquement, mais voilà, je vais essayer de vulgariser la psychologie sur cette chaîne, la psychonutrition notamment, et essayer de vous faire des vidéos un peu comme ça où je vais faire des rapprochements avec des sujets un peu lifestyle. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi c'est ce dans quoi je me retrouve aujourd'hui, et donc forcément c'est une motivation primaire, donc ça me motive de le faire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. Est-ce que vous souhaitez en voir plus ou est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Bon, évidemment si ça vous intéresse pas, je vais continuer à les faire, c'est juste pour avoir votre retour. Et bien évidemment si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à aller vous diriger, il y a des centaines de milliers de youtubeuses qui font du lifestyle, qui font de la beauté, donc voilà, ne restez pas sur des chaînes qui ne vous plaisent pas, qui ne vous ressemblent pas, dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, vous perdez votre temps, on a peu de temps dans la journée. Alors il faut mettre ce temps à profit. Moi des fois je me dis, je me retrouve à regarder des vidéos et je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes cette nana? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Tu perds ton temps. Et au final je finis par zapper, mais des fois j'ai mon pilote automatique qui me fait regarder des vidéos et puis en plus j'ai tendance à ruminer, à être un petit peu en mode j'aime pas être comme ça. Donc du coup voilà, si ça ne vous plaît pas, désabonnez-vous tout simplement, allez retrouver des chaînes qui vous correspondent plus, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a inspiré, est-ce que vous pensez savoir quelles sont vos motivations primaires, est-ce que vous pensez les avoir laissées dans un coin dans l'enfance, est-ce que vous avez des motivations secondaires qui sont en échec et que vous allez essayer de moduler, de modérer, de nuancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve sur ma chaîne professionnelle pour des vidéos
plus construite, où on va au cœur des choses, pour celles que ça pourrait intéresser. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la dernière vidéo que j'ai réalisée avec le docteur Eve Villemur, qui est le médecin qui m'a formée à la nutrition comportementale individualisée, qui m'a permis d'avoir une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus intégrative pour mes patients qui souffrent de surpoids et d'obésité, qui m'a vraiment elle m'a transmis sa passion avec beaucoup d'empathie, de bienveillance et je ne peux que le remercier. Alors je vous invite à regarder cette vidéo, à découvrir peut-être pour certaines qu'est-ce que c'est qu'une approche nutritionnelle globale, personnalisée, pour celles qui en ont marre d'être dans les régimes restrictifs, de faire des régimes yo-yo, qui ont envie d'avoir une approche plus globale, qui ont envie de sortir de ces approches diététisantes qui sont finalement vouées à l'échec et qui ne sont absolument pas personnalisées. Allez découvrir la vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos, vous verrez, le docteur Eve Villemur est une personne incroyable, je pense que c'est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire au niveau professionnel depuis que je suis à Paris. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ce choix risqué, mais aujourd'hui je vis pleinement en fonction de mes valeurs, je nourris ma motivation primaire et je suis donc un 4x4 qui écrase tout sur son chemin. J'avale mes cours, j'avale mes DU, j'avale mes diplômes et avec toujours autant de plaisir. Bon, forcément parfois je suis pas une machine et j'ai besoin de me reposer, mais je suis vraiment dans mes primaires, je suis mes primaires et c'est génial et je me rends compte que j'ai un super retour, mes patients sont ravis, ils avancent, ma prise en charge est de plus en plus globale et moi je sens que je suis une professionnelle de santé de plus en plus compétente. Je pense qu'en 1 an et demi j'ai appris beaucoup plus qu'en 5 ans à La Réunion parce que forcément toutes les semaines j'ai des congrès, j'ai des séminaires, j'échange avec avec des médecins, je suis le cycle de formation du professeur Castronovo qui est tous les 2 mois, jamais j'aurais pu faire ça de La Réunion. J'ai validé mon 3e DU du coup de biomarqueurs, donc sur tout ce qui est biologie spécifique et je pense que je l'ai très bien validé, sans doute pas loin de ma genre promo à mon avis. Je suis vraiment sur mes motivations secondaires là qui marchent très bien. J'attends les résultats du second DU que j'ai passé cette année qui était sur tout ce qui est psychologie, pédagogie des comportements alimentaires. Ah oui, je voulais revenir là-dessus pour vous expliquer un petit peu quand on est en motivation primaire compétiteur. Donc on souhaite se dépasser, on souhaite toujours donner le meilleur de soi-même, être le meilleur, mais ce dans une compétition qui est loyale et qui a un intérêt. Quand j'ai passé mon DU de biomarqueur, j'ai passé ce DU, il n'y avait que des médecins et des pharmaciens, 2 dentistes. Pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là, mais bon, il y avait 2 dentistes qui avaient envie de découvrir ce que c'était que la biologie spécifique. Et donc j'étais super challengée, j'étais avec des anesthésistes, des gynécos, des gastros, quelques pharmaciens qui font comme moi de la micronutrition, des médecins généralistes. Et là, mon côté compétiteur, ma motivation primaire compétiteur est ressortie, mes puissances 10 000. J'avais envie d'être la meilleure. Pour moi, c'était une compétition qui valait le coup parce que je me challengeais avec des gens qui avaient fait beaucoup d'études, qui étaient comme moi très professionnels. Et du coup, ma motivation primaire est ressortie. Et donc voilà, j'ai eu envie de donner le meilleur de moi-même et je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même. Il me semble que j'ai eu une... c'est pas officiel, mais je pense que je suis arrivée dans les... Et au contraire, dans le second DU que j'ai passé, qui est un DU de psychologie, là le public c'était beaucoup plus hétérogène, des gens qui avaient quand même beaucoup moins de diplômes, beaucoup moins de titres. Et là ma motivation secondaire m'a joué un tour parce qu'elle m'a dit « Ouais, mais finalement... quel intérêt de rentrer en compétition, c'est pas vraiment une compétition qui est très intéressante pour toi, de toute façon t'as pas à te comparer. Vous voyez, j'ai pas eu cette stimulation, cette émulation parce que je me disais que la compétition n'était pas sur un pied d'égalité et qu'elle valait pas vraiment le coup. C'était ma motivation secondaire. Mais ma motivation primaire, je suis donc compétitrice dans l'âme, m'a dit non mais tu vas quand même y aller et tu vas quand même donner le meilleur de toi-même. Et c'est donc ce que j'ai fini par faire. Donc vous voyez un petit peu la différence entre motivation primaire et motivation secondaire. Et surtout quand on est compétiteur, parce que je suis sûre que certaines d'entre vous ont aussi cette motivation primaire, ce tempérament compétiteur, qui est différent du PG dominant.
on n'est pas dominant, on n'est pas forcément dominant quand on est compétiteur, et ça c'est important de le savoir. C'est une compétition envers nous-mêmes, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit aparté, j'avais oublié de vous en parler dans la vidéo. Bon, en gros, j'attends les résultats de ce deuxième DU, je pense avoir validé l'écrit, enfin je suis sûre d'avoir validé l'écrit parce qu'on a eu les corrections. Visiblement j'aurai une très bonne note, donc ça j'en suis très très contente. Et j'attends, donc j'ai rendu mon mémoire et j'attends les résultats du mémoire. Là je suis quand même un petit peu moins sereine puisque il a fallu finalement faire un mémoire sur des dossiers patients que l'on a suivis pendant l'année et sur qui on a expérimenté les différents outils qu'on nous a appris. Malheureusement, moi je trouve que j'avais pas suffisamment encore de recul pour vraiment définir quel était l'outil le plus adapté à tel patient. Et en tout cas, j'ai utilisé les outils correctement, mais j'ai pas eu cette démarche diagnostique qu'il voulait qu'on ait, que le docteur Fradin voulait qu'on essaye de mettre en place. Autant quand je suis en micronutrition, ça fait 7 ans bientôt que je fais de la micronutrition, quand je prescris un bilan biologique, je sais exactement pourquoi est-ce que je prescris ce bilan biologique. J'ai toute ma démarche clinique qui est faite derrière, toute mon anamnèse qui est faite et qui me dit là tu dois prescrire tel bilan parce qu'il y a tel signe clinique, il y a eu tel interrogatoire qui a été fait et donc selon ton anamnèse tu dois prescrire tel bilan. En psychologie de la nutrition, pour l'instant, autant en nutrition comportementale je suis super à l'aise, mais en psychologie de la nutrition, certains outils, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise et parfois j'y vais un petit peu à tâtons. Je pense que de toute façon, pour tout ce qui est psychologie de la nutrition, il y a quand même toute cette dimension où il faut apprendre à connaître son patient et ça prend forcément un petit peu de temps. Donc comme il fallait faire le mémoire sur une durée qui était assez courte, parfois il vous faut quelques séances pour découvrir quelle est la personnalité de votre patient, pour découvrir quelles sont ses sources de stress. Il faut apprendre à connaître son patient, il faut créer l'alliance thérapeutique. Donc je ne suis pas persuadée que mon mémoire soit parfait, mais je pense que j'ai quand même fait quelque chose qui était bien, qui était... voilà, donc on verra bien, je vous tiendrai au courant de toute façon des résultats de ce second DU. Et puis voilà, et puis on verra ce que je fais l'année prochaine, peut-être un 5e DU sur tout ce qui est pathologie neurofonctionnelle, c'est-à-dire les hypersensibles, les fibromyalgies, les syndromes de fatigue chronique. Voilà, je vais peut-être me lancer dans ce DU là, en sachant qu'en parallèle, je continue le cycle de formation du professeur Castronovo qui est sur 2 ans, donc il me reste une bonne partie de ce cycle à faire. Donc voilà, j'ai pas mal d'envie, toujours dans ce but d'être toujours meilleur, d'être un professionnel de santé qui soit extrêmement compétent et que je puisse aider mes patients parce que c'est mon côté motivation primaire, solidaire, participatif. J'ai envie d'aider mes patients. J'ai vraiment, voilà, je vois pas des patients pour juste voir des patients et gagner ma vie, parce que oui, ça me permet, c'est mon métier, donc forcément je gagne ma vie avec comme n'importe quel professionnel de santé, mais mon but c'est vraiment de les aider, c'est vraiment de faire en sorte de trouver la meilleure stratégie possible. Je peux vous assurer que des fois, après avoir vu un patient, déjà les consultations sont longues, et pendant 1 heure, 1 heure et demie, je vais être à cogiter encore, à me demander est-ce que vraiment c'était la meilleure chose à faire, qu'est-ce que je pourrais lui proposer pour la prochaine fois, et là qu'est-ce qui a marché, pourquoi est-ce que ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Donc finalement j'ai une consultation d'1 heure, bon j'exagère, peut-être pas 1 heure, 1 heure et demie, enfin ça dépend, il y a des cas quand même qui sont très compliqués, qui me demandent beaucoup de préparation et de réflexion entre les consultations, mais globalement si je vois un patient pendant 1 heure, vous pouvez être sûr que pendant un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois, comment est-ce que je vais le gérer, comment je peux améliorer ma prise en charge. Et ça, c'est vraiment une de mes motivations primaires aussi, c'est mon côté participatif et solidaire aussi. Donc je suis dans l'inhibition réussie et aussi empêchée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai blablaté, je suis allée un petit peu dans tous les sens, mais ça m'a fait plaisir. Je sens le plaisir et la flamme en moi qui revient en vous parlant de ce genre de choses. Si on est moins nombreux sur cette chaîne et que ça vous correspond plus, tant mieux. Si on reste le même nombre d'abonnés, tant mieux aussi. Peu m'importe, vous l'aurez compris, ce n'est pas ma motivation secondaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve sur ma chaîne pro ou ici très prochainement. À bientôt!